reviendrai un peu plus tard, compte tenu du chronogramme qui nous a été présenté. Alors, que dire? Il me revient la tâche ardue et hardie d'opérer une sorte de critique du livre que Mimo a bien voulu m'envoyer et soumettre à l'examen de mon appréciation. Alors même que je pense que je n'en ai pas l'envergure, encore moins l'étoffe, mais j'ai accepté parce que parfois il faut oser son risque, comme disait René Char, et je sais qu'aussi c'est une marque d'estime qu'il me voue, et donc quelque part il me tend un piège à moi maintenant de me montrer digne non seulement de cette confiance, mais aussi subtil à donner mon point de vue, du point de vue de mon prisme personnel, parce que lire un livre, c'est aussi accepter la main tendue et de suivre l'écrivain dans son cheminement, dans le raisonnement qu'il avance, et essayer, un temps soit peu, de sonder l'état d'esprit, à la fois de ce qui est dit et de celui qui le dit, ou en rapport aussi avec nos propres valeurs. Et je pense que déjà, Mimo, tu viens de poser un acte militant dans le prolongement de tes humanités, et c'est encore heureux de moi, pour ma part, et ça c'est une dette de gratitude que j'ai envers toi, pour la confiance d'une, et pour le plaisir de m'associer à des moments de partage qui sont axés sur le savoir, sur l'engagement, et pour parler comme Karl Marx, de s'inscrire en droite ligne dans la philosophie par rapport à l'histoire, ou une conscience par rapport à l'histoire. Parce que nous sommes de passage ici, et ce sont des écrits qui vont rester et qui seront des commandes repères par rapport à toute une historicité de combat, que ce soit militant, politique, culturel, philosophique, et j'en passe. Donc c'est un livre qui est constitué de 10 chapitres, écrit, comme l'a si bien dit la personne qui m'a intéressé ici, ma grande sœur, avec une certaine intrépidité, le courage en bandoulière d'exprimer son point de vue, peu importe le ressenti que ça peut engendrer. C'est un point de vue constitué à partir de ses propres valeurs et à partir de la lecture qu'il a sur les différents sujets relatifs aux 10 chapitres qui segmentent le livre. Donc, le franc CFA occupe une bonne partie du livre, je pense. Je pense que c'est un sujet central qui lui tenait à cœur. Là-dessus, il y a un travail de recherche et des informations mises en perspective par rapport à une thèse qu'il voudrait mettre en avant. Mais avant de m'avancer plus longuement, en fait, j'ai juste une question puisque je tiens l'auteur sous la main. Le titre est frappant. L'Afrique humiliée. Et en complément le mot, l'enfer de la vérité. Et m'est venu à l'esprit quelque chose que j'ai appris d'un de mes maîtres, Mohamed Lamine Sagna, qui est professeur en sociologie et qui enseigne actuellement à l'université de Boston. Il avait coutume de dire que, et ça, reprenant la thèse du philosophe français Alain Badiou, il disait qu'il y a 4 sites de vérité. Il y a l'art, la littérature, la philosophie et la religion. Donc ce sont 4 sites de vérité qui ont leur propre procédé en termes de syllogisme et en termes d'explication ou de mode d'expression. Ici c'est dogmatique, là c'est relatif du point de vue de l'art et de la littérature. Donc moi, pourquoi ce titre? Pourquoi l'enfer de la vérité? Je me suis fait ma propre idée. Avant de m'avancer là-dessus, je pense qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Tu peux m'expliquer pourquoi l'enfer de la vérité? Alors, bonjour à tout le monde, mes chers invités. Je suis très content et honoré à la fois de vous voir
Et comme vous le savez, la plupart de ces invitations ont été nominatives. Donc c'est des compagnons de lutte, c'est des combattants, c'est des amis. Et c'est des collègues de travail aussi. Et j'en profite pour remercier mon ami, mon ex-chef de la BNP, Romain Bertrand, qui est là. Et Sofiane, Tom également, notre designer. Et l'ensemble de mes invités. Merci beaucoup à toi, Guy, parce que c'est vrai, c'est une marque de reconnaissance que je voulais faire envers toi, parce que je vous vois plus souvent dans les luttes. Et rarement vous prenez la parole. Mais si vous prenez la parole, vous dites la vérité à chaud. Et par ricochet, c'est cette vérité à chaud qui a l'image même du titre de mon livre, L'enfer de la vérité. Donc c'est la vérité à chaud, ce n'est pas une vérité à froid. Donc en écrivant ce titre-là, j'ai pensé à toi, effectivement. Et c'était le jour de la manifestation pour, disons, contre la mise en, la mise en examen ou l'accusation contre Sonko. Et je te rappelle très bien ce discours-là que moi-même j'ai filmé. Donc en gros, c'est une marque de reconnaissance en toi en écrivant ce livre-là. Quand on a entendu ça, on peut que pleurer et puis prendre ses pieds à son cou. Donc, en fait, voilà. Et j'ai cherché le cheminement et le raisonnement. Je sais que il y a un état d'esprit qui consiste aujourd'hui à déconstruire la chape de plomb qui pèse dans une sorte d'inconscient collectif qui est l'aliénation intellectuelle et culturelle dont nous sommes encore otages, même à l'insu de notre plein gré. Et ça se ressent dans la manière d'aborder les sujets brûlants comme le franc CFA. Et c'est un passage qui m'a beaucoup marqué parce que ça fourmille d'informations sur le calcul des taux d'échange, tout ça, c'est des choses que j'ignorais parce que moi je suis sociologue de formation, donc je ne suis pas économiste, mais en tant que militant, je me dois aussi de m'intéresser de ci, de là, de ce qui se fait et de ce qui se dit par rapport à la gouvernance mondiale. Et donc, juste un petit bémol, je pense, ça c'est parce qu'il y a l'obsession de démontrer à la France que cette logique cannibaliste de préempter la gouvernance économique et monétaire de l'Afrique, cet unilatéralisme-là ne tient pas. Et tu le démontres véritablement de manière majestueuse. Mais la question de la monnaie me semble être quelque chose de très complexe et qui ne relève pas forcément de la science exacte. Parce que cette parité que vous hégémonie, et à raison avec des arguments, peut être relativisée si on faisait une sorte d'analyse comparative à l'échelle du globe. Parce que nous avons une parité fixe, c'est vrai, et qui réévalue notre économie, et donc qui nous soumet et qui nous assujettit à une économie d'exportation, d'importation, plus que d'exportation. Et ça tient du fait qu'il y a une monnaie forte. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'Allemagne est une puissance économique qui a une monnaie forte et aussi qui a, en termes de doctrine économique, une logique d'exportation. Donc ça nuance un peu cette histoire de la parité-là. Le deuxième élément, et ça tu le dis aussi dans le chapitre, et tu le relèves avec beaucoup de pertinence et d'éloquence, c'est la politique de la Chine. La Chine aussi a une monnaie faible, mais qui a une parité fixe avec le dollar. Et pourtant, c'est une économie exportatrice. Donc, ça relativise, c'est pas l'exportation, la politique en fait de l'exportation, à mon sens, si je mets en balance ces deux comparaisons, n'est pas forcément tributaire de la parité de la monnaie, qu'elle soit forte ou faible. Je pense qu'il y a aussi d'autres éléments explicatifs qu'il nous fallait aller chercher et proposer. Je vois aussi qu'il y a la question du Covid qui occupe aussi une bonne partie. Là-dessus, c'est des incidents. Je pense que tu as fait plus un traitement de l'information parce qu'il n'y a pas assez de recul. Je peux comprendre le souci aujourd'hui d'envisager la mutation
de la géopolitique mondiale à l'aune de cette crise sanitaire, pour moi, qui n'est rien d'autre qu'une crise économique financière difficulté d'un prétexte sanitaire. Il y a un shift qui est en train de s'opérer aujourd'hui du point de vue du leadership mondial. Le camp occidental est en train de s'effondrer, ça c'est un truisme. Depuis un bon bout de temps, aujourd'hui le leadership se dispute entre la Chine, la Russie et le clan de l'OTAN. Et donc, moi, sans être complotiste, de mon point de vue, je pense aussi qu'il peut y avoir d'autres ramifications qui soient en lien avec cette crise sanitaire et cette pandémie qu'on nous a balancées dans le monde. Mais les faits, ça ce n'est que de la spéculation de ma part. Et j'ai senti aussi beaucoup de certitude dans les propos. C'est mon point de vue du lecteur, et peut-être que j'ai tort, mais quand on est dans un combat intellectuel et scientifique, entre guillemets, il faut beaucoup douter, il faut avoir un point de vue constitué, savoir l'exprimer est une chose, mais éviter autant que faire possible, que faire. Autant que faire ce que, merci, d'être dogmatique. Parce que j'ai senti à un moment une sorte de présomption. Et c'est un petit conseil militant, puisque nous ne sommes pas là, en fait, dans un cadre protocolaire et tout, c'est un échange entre amis. Et je pense que c'est un premier jet. De toutes les façons, il y a déjà un pas de fait, et c'est un très bon accomplissement dans les humanités. Et on est tous appelés à nous parfaire à l'aune des petits manquements, parce qu'il n'y a pas d'œuvre parfaite. Toute chose a des limites objectives et des limites épistémologiques qu'on peut lui opposer. Et du point de vue épistémologique, justement, c'était la petite critique que j'avais à faire. C'est la petite pierre dans le jardin que j'avais jetée. Voilà, comme tu me connais, je suis un peu critique et acariâtre. C'est l'image en tout cas que j'ai du point de vue militant ici. C'est la réputation que je traîne, donc il faudrait bien que je satisfasse ce qui me catégorise dans cette classe-là. Voilà, donc c'est un ouvrage qui se lit agréablement bien. Il n'y a pas de sophistication de langage, il n'y a pas de barbarisme, il n'y a pas de... Voilà, c'est un manuel qu'on pourrait donner aux enfants pour que, au moins, sur certaines questions qui leur paraissent complexes, que tu as réussi quand même à rendre comestibles et lisibles, il faudrait qu'on le recommande pour ceux qui sont dans le balbutiement du militantisme politique et qui puissent comprendre la géopolitique et les complexités y afférentes. Je vous remercie pour votre attention.